Et si le vrai pouvoir ne consistait pas à changer ta réalité, mais à comprendre pourquoi tu ne peux pas voir ce qui la contrôle réellement? Bienvenue sur Parole du soir, l'espace où les idées rares, profondes et dérangeantes refont surface pour réveiller ce que le monde a endormi en toi. Ce contenu n'est pas fait pour t'inspirer ni pour te rassurer. Il est fait pour te déplacer intérieurement, pour fissurer tes certitudes les plus solides. Ici, on ne parle pas de devenir meilleur, mais de voir au-delà de ce que tu as toujours accepté comme vrai. Tu vas comprendre pourquoi tu es limité à certaines perceptions et surtout découvrir ce qui bénéficie réellement de cette limitation invisible. Tu crois observer le monde, mais en réalité, tu observes uniquement ce que ton système est autorisé à percevoir. Ta conscience n'est pas une fenêtre ouverte sur le réel, c'est une interface filtrée, calibrée, ajustée pour te montrer une version précise et limitée de ce qui existe. Chaque couleur, chaque son, chaque idée que tu considères comme évidente est déjà le résultat d'une sélection invisible. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu vois ce que ton esprit est capable de traduire. Et tant que tu ne remets pas en question cette interface, tu prends l'illusion pour la vérité, la projection pour la réalité et le cadre pour l'infini. Le problème n'est pas ce que tu ignores, car l'ignorance peut être comblée. Le véritable problème, c'est que tu ne peux même pas imaginer ce que tu ignores, parce que ton système ne possède pas les outils pour le concevoir. C'est une limite plus profonde, plus silencieuse, presque indétectable, une frontière qui ne se voit pas, mais qui détermine tout ce que tu crois possible. Et tant que cette frontière reste intacte, tu peux chercher, apprendre, évoluer, sans jamais réellement sortir du cadre qui te définit. La censure invisible de la perception. Il existe des choses que tu ne vois pas, non pas parce qu'elles sont cachées, mais parce que ton cerveau est incapable de les afficher. Cette idée paraît abstraite au premier regard, presque philosophique, mais elle est en réalité d'une précision brutale. Tu vis dans un monde que tu crois complet, cohérent, stable. Tu crois que ce que tu perçois constitue une image fidèle de la réalité. Pourtant, cette image est déjà une réduction, une traduction, une simplification extrême. Comme un écran qui ne peut montrer certaines couleurs, ton esprit est limité par une gamme de perceptions bien définies. Et tout ce qui se trouve en dehors de cette gamme n'existe tout simplement pas pour toi. Pas invisible, inexistant. Ce que tu appelles voir n'est pas un accès direct au réel. C'est une interprétation neurologique. La lumière frappe tes yeux, mais ce n'est pas la lumière que tu perçois, c'est une version reconstruite par ton cerveau. Les sons vibrent dans l'air, mais ce que tu entends n'est pas la vibration brute, c'est une traduction compressée. Chaque sensation est un compromis entre ce qui est là et ce que ton système peut traiter. Tu ne captes qu'une infime portion du spectre lumineux, une fraction limitée des fréquences sonores, une sélection restreinte d'informations sensorielles. Et pourtant, à partir de ce fragment minuscule, ton esprit construit une illusion de totalité. Mais la véritable censure ne s'arrête pas au sens physique. Elle s'étend bien au-delà, dans les profondeurs de ta cognition. Il existe des idées que tu ne peux pas penser, non pas parce qu'elles sont trop complexes, mais parce qu'elles ne correspondent à aucune structure déjà existante dans ton esprit. Ton cerveau fonctionne par reconnaissance. Il compare, classe, relie. Il ne crée pas à partir de rien. Il réorganise ce qu'il connaît déjà. Ainsi, toute idée radicalement nouvelle, toute réalité qui ne possède aucun point d'ancrage dans ton système est automatiquement rejetée, ignorée ou déformée pour entrer dans une catégorie familière. C'est ici que la censure devient invisible. Elle ne te bloque pas consciemment. Elle ne te dit pas « tu ne peux pas voir cela ». Elle opère en amont, en filtrant ce qui atteint ta conscience. C'est un tri silencieux, automatique, constant, comme si une partie de toi décidait, sans te consulter,
ce qui mérite d'exister dans ton expérience. Et cette partie n'est pas neutre. Elle est conditionnée par ton passé, ton environnement, ton langage, tes croyances. Elle est le produit de tout ce que tu as absorbé depuis ton enfance. Et plus cette structure est rigide, plus le filtre est étroit. Imagine un instant que tu observes un paysage à travers une vitre teintée. Tout ce que tu vois est coloré par cette teinte, mais tu ne t'en rends pas compte, car tu n'as jamais vu sans elle. Pour toi, c'est la réalité. Maintenant, imagine que cette vitre ne filtre pas seulement les couleurs, mais supprime complètement certaines formes, certaines dimensions, certaines informations. Tu ne saurais même pas qu'elles existent. Tu ne pourrais pas les chercher, ni les imaginer, ni les comprendre. Elles seraient en dehors de ton univers. C'est exactement ce qui se produit avec ta perception. La réalité n'est pas dissimulée. Elle est incompatible avec ton système de lecture actuel. Ce n'est pas qu'elle se cache, c'est que tu ne possèdes pas le langage intérieur pour la décoder. Et cela change tout, car cela signifie que ce que tu appelles vérité n'est qu'une correspondance entre ce qui est et ce que tu peux comprendre. Et tout ce qui dépasse cette correspondance est automatiquement exclu. Cette idée est difficile à accepter car elle remet en question le fondement même de ton expérience. Elle suggère que tu ne maîtrises pas ce que tu perçois, que ta conscience n'est pas un observateur neutre, mais un système limité. Elle suggère aussi que ton sentiment de compréhension est souvent une illusion. Tu crois comprendre le monde, mais en réalité, tu comprends seulement la version du monde que ton cerveau est capable de produire. Et pourtant, il existe des indices, des moments où cette censure vacille, des instants où quelque chose te semble étrange, difficile à expliquer, comme une anomalie dans ton expérience, un décalage, une impression que quelque chose ne correspond pas sans que tu puisses dire quoi. Ces moments sont rares, subtils, souvent ignorés. Mais ils sont précieux. Ils révèlent les limites du système. Ils montrent que la réalité dépasse ce que tu en perçois. Le problème, c'est que ton esprit cherche constamment à rétablir la cohérence. Face à l'inconnu, il simplifie. Face à l'étrange, il rationalise. Il préfère une explication imparfaite à une absence d'explication. Ainsi, même lorsque tu touches une limite, tu la recouvres rapidement d'une interprétation rassurante. Tu réintègres l'anomalie dans le cadre, tu la rends acceptable, tu la neutralises, et la censure reprend son travail. Mais que se passerait-il si tu cessais de vouloir comprendre immédiatement? Si tu acceptais de rester dans l'inconfort de l'inexplicable? Si tu laissais certaines expériences ouvertes, sans chercher à les réduire à ce que tu connais déjà? Ce serait un premier pas vers une perception plus large. Non pas parce que tu verrais plus, mais parce que tu empêcherais ton système de refermer trop vite ce qu'il ne comprend pas. Car élargir sa perception ne consiste pas à accumuler des informations. Cela consiste à transformer la manière dont ces informations sont traitées. Cela demande une forme de souplesse mentale, une capacité à suspendre le jugement, à accueillir l'inconnu sans le déformer. C'est une discipline intérieure, presque une forme de silence, un espace où les automatismes cessent de dominer. Mais ce chemin est exigeant. Il demande de renoncer à la sécurité de la certitude. Il demande d'accepter que ce que tu vois n'est qu'une version partielle, que ce que tu comprends est incomplet, que ce que tu crois savoir est limité. Et surtout, il demande de reconnaître que tu es, en grande partie, aveugle à ce qui dépasse ton système. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une condition. Tous les êtres humains partagent cette limite, mais rares sont ceux qui en prennent conscience. La plupart vivent et meurent dans le même cadre, sans jamais questionner la structure qui le soutient. Ils améliorent leur vie à l'intérieur du système, mais ne cherchent jamais à en explorer les frontières. Et pourtant, c'est là que se trouve le véritable changement. Non pas dans ce que tu vois, mais dans la manière dont tu vois. Non pas dans le contenu de ta perception, mais dans sa structure.
car lorsque cette structure commence à évoluer, même légèrement, la réalité elle-même semble changer. Non pas parce qu'elle change réellement, mais parce que tu accèdes à une autre version de celle-ci. La censure invisible de la perception n'est pas une prison dont on s'échappe facilement. C'est un cadre profondément enraciné, intégré, automatisé. Mais le simple fait d'en prendre conscience crée une fissure, une ouverture, une possibilité. Et parfois, une seule fissure suffit pour laisser passer quelque chose de totalement différent. L'illusion de la liberté de penser. Tu penses librement, à l'intérieur d'un cadre. Cette phrase semble presque contradictoire, et pourtant elle décrit avec précision la manière dont fonctionne ton esprit. Tu as l'impression de choisir tes idées, de construire tes opinions, d'explorer des réflexions personnelles. Tu ressens même parfois une forme d'indépendance intellectuelle, comme si ta pensée était unique, autonome, détachée des influences extérieures. Mais cette sensation est trompeuse. Elle repose sur une illusion subtile, celle de croire que la liberté de penser équivaut à l'absence de limites, alors qu'en réalité, elle s'exerce toujours à l'intérieur d'un système déjà structuré. Tes idées les plus personnelles restent confinées dans une gamme autorisée de pensée. Cela ne signifie pas qu'on t'impose directement ce que tu dois penser, mais plutôt que les conditions mêmes dans lesquelles tes pensées émergent sont déjà encadrées. Le langage que tu utilises, les concepts que tu comprends, les catégories que tu manipules, tout cela forme une architecture invisible qui délimite ton espace mental. Tu ne penses pas dans le vide. Tu penses à partir de structures préexistantes, et ces structures déterminent en grande partie ce que tu es capable d'imaginer. Prenons un instant pour observer comment une pensée apparaît. Tu ne la crées pas consciemment à partir de rien. Elle surgit, souvent sans prévenir, comme une réponse à un stimulus, une situation, un souvenir. Tu peux ensuite la développer, la modifier, la rejeter ou l'accepter, mais son origine échappe à ton contrôle direct. Cela signifie que même avant que tu ne choisisses quoi penser, quelque chose en toi a déjà orienté le processus. Et ce quelque chose n'est pas neutre. Il est façonné par ton histoire, ton éducation, ton environnement culturel, tes expériences passées. Ce que tu considères comme ta voix intérieure est en réalité un mélange complexe d'influences intégrées. Des phrases entendues, des idées répétées, des normes intériorisées, des schémas appris. Avec le temps, ces éléments deviennent si familiers que tu ne les reconnais plus comme extérieurs. Ils semblent venir de toi. Ils deviennent toi. Et c'est là que l'illusion se renforce. Lorsque l'influence disparaît en apparence, la pensée paraît libre. Mais il existe une autre limite, plus profonde encore. Même lorsque tu remets en question ce que tu as appris, même lorsque tu cherches à penser différemment, tu restes souvent dans le même cadre. Tu modifies les contenus, mais pas la structure. Tu changes les réponses, mais pas les questions. Tu explores des variations à l'intérieur d'un système, sans jamais sortir réellement de ce système. C'est comme être dans une pièce dont les murs sont invisibles. Tu peux te déplacer librement à l'intérieur, explorer chaque recoin, réorganiser l'espace, mais tu ne remets jamais en question l'existence de la pièce elle-même. Tu ne te demandes pas s'il y a un dehors, parce que tout ce que tu connais se trouve déjà dedans. Et même si quelqu'un te parle de l'extérieur, tu l'interprètes à travers ce que tu connais déjà, ce qui réduit immédiatement la portée de cette idée. Tu ne sors jamais vraiment du système, tu navigues simplement dans ses limites. Cette navigation peut donner une impression de mouvement, de progression, voire de transformation. Mais en réalité, elle reste confinée. Elle ne remet pas en cause les fondations. Elle optimise ce qui existe déjà. Elle ne crée pas une rupture. Il faut comprendre que la pensée humaine fonctionne par continuité. Elle relie ce qui est déjà connu à ce qui est nouveau. Elle crée des ponts, des analogies, des associations. Mais elle a beaucoup plus de difficultés à appréhender ce qui ne possède aucun lien avec son système actuel. Ce type de rupture demande un effort particulier, une sorte de suspension des automatismes, une capacité à rester dans l'inconnu sans le ramener immédiatement à du connu. Or, ce que ton esprit cherche en priorité, c'est la stabilité. Il veut comprendre rapidement, classer, organiser. Il évite l'incertitude prolongée, car elle demande une énergie cognitive importante. Ainsi,
Lorsqu'une idée sort légèrement du cadre, elle est rapidement reformulée pour y rentrer. Elle est adaptée, simplifiée, intégrée, et ce processus se fait souvent sans que tu en aies conscience. Cela signifie que même tes moments de réflexion profonde peuvent être limités par ce mécanisme. Tu crois aller loin, mais tu restes dans une zone connue, simplement explorée avec plus d'intensité. Tu approfondis, mais tu ne déplaces pas le cadre. Tu raffines, mais tu ne transformes pas la structure. La véritable liberté de penser ne consiste pas à produire plus d'idées, ni même à produire des idées originales. Elle consiste à voir les limites dans lesquelles ces idées apparaissent. Elle consiste à reconnaître le cadre, à en percevoir les contours, à sentir ses contraintes. Et cette reconnaissance est déjà un premier pas vers une forme de dépassement. Mais ce dépassement n'est pas simple, car dès que tu t'approches des limites du cadre, ton esprit résiste. Il devient flou, confus, hésitant. Il cherche à revenir vers des repères familiers. C'est une réaction normale. Le système protège sa cohérence. Il évite les ruptures brutales. Il maintient une continuité, même au prix de la réduction. C'est pourquoi il est rare de réellement sortir de ce cadre. Non pas parce que c'est impossible, mais parce que cela demande une vigilance constante, une forme de lucidité qui ne se contente pas des apparences. Cela demande aussi une certaine humilité, accepter que ce que tu considères comme ta pensée n'est qu'une partie d'un processus beaucoup plus vaste. Il ne s'agit pas de rejeter toute pensée, ni de se méfier de chaque idée. Il s'agit plutôt de développer une relation différente avec ton propre esprit, de ne plus prendre chaque pensée comme une vérité, mais comme une possibilité parmi d'autres, de ne plus t'identifier automatiquement à ce qui apparaît en toi, mais d'observer comment cela apparaît, dans quel contexte, avec quelles influences. Lorsque tu fais cela, quelque chose change. Tu crées une distance, tu ouvres un espace entre toi et tes pensées. Et dans cet espace, une autre forme de liberté commence à émerger. Une liberté qui ne dépend pas du contenu de la pensée, mais de la manière dont tu la laisses exister. Tu réalises alors que la pensée n'est pas un territoire que tu contrôles totalement, mais un flux dans lequel tu peux apprendre à naviguer différemment. Tu ne cherches plus à produire la bonne pensée, mais à comprendre le mécanisme qui les génère. Et ce déplacement est fondamental. Car tant que tu crois que penser librement signifie simplement choisir ce que tu penses, tu restes dans l'illusion. Mais lorsque tu commences à voir que le choix lui-même est conditionné, que les options disponibles sont limitées, que le cadre influence tout le processus, alors tu touches quelque chose de plus profond. Tu touches à la structure même de la pensée. Et à partir de là, une question différente peut émerger. Non plus « qu'est-ce que je pense ?», mais « dans quoi est-ce que je pense ?» Cette question change tout, car elle ne s'intéresse plus au contenu, mais au contenant. Elle ne cherche plus des réponses, mais une compréhension du système. Et c'est précisément là que l'illusion commence à se fissurer. Car dès que tu vois le cadre, même partiellement, il perd une partie de son pouvoir. Il ne disparaît pas, mais il cesse d'être invisible. Et ce qui n'est plus invisible peut être questionné, exploré, parfois même transformé. Ce n'est pas une libération totale, mais c'est une ouverture. Et parfois, une simple ouverture suffit pour que quelque chose de radicalement différent commence à émerger. Le paradoxe de la connaissance. Plus tu apprends, plus tu renforces certaines limites. Cette idée peut sembler contre-intuitive, presque dérangeante, surtout dans un monde où la connaissance est présentée comme la clé de la liberté, de la puissance, de l'évolution. On t'a appris à accumuler, à comprendre, à lire, à étudier, à maîtriser. On t'a dit que plus tu saurais, plus tu serais capable de voir clair, de décider, d'agir. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. La connaissance permet d'agir avec plus de précision, d'éviter certaines erreurs, de naviguer plus efficacement dans des environnements complexes. Mais il existe une autre dimension, plus subtile, moins visible, où la connaissance ne libère pas, elle enferme. Pourquoi ? Parce que chaque savoir accepté crée une structure mentale qui rejette automatiquement ce qui ne correspond pas. Lorsque tu apprends quelque chose, tu ne fais pas qu'ajouter une information à ton esprit.
tu modifies la manière dont ton esprit traite les informations suivantes. Tu construis des repères, des modèles, des attentes. Tu établis des critères de cohérence. Et à partir de ce moment, tout ce que tu rencontres est comparé à ces critères. Ce qui correspond est accepté, intégré, renforcé. Ce qui ne correspond pas est ignoré, rejeté ou transformé pour rentrer dans le cadre existant. Ce processus est naturel. Il permet à ton cerveau de fonctionner efficacement, de ne pas être submergé par un flux constant d'informations contradictoires. Il crée une stabilité, une continuité, mais il a un prix. Plus ta structure mentale devient solide, plus elle devient rigide. Plus elle est précise, plus elle est exclusive. Elle ne laisse passer que ce qui confirme sa logique interne. Ainsi, la connaissance devient parfois une barrière sophistiquée. Prenons un exemple simple. Si tu apprends un système, une méthode, une théorie, tu développes une manière spécifique de voir le monde. Ce système te permet de comprendre certaines choses avec une grande clarté. Mais en même temps, il limite ton accès à d'autres perspectives. Tu interprètes ce que tu vois à travers ce système. Tu privilégies certaines explications, tu en écartes d'autres. Et plus tu maîtrises ce système, plus il devient difficile de voir au-delà. Ce phénomène est encore plus puissant lorsque la connaissance est associée à une forme d'identité, lorsque tu ne te contentes plus de savoir quelque chose, mais que tu te définis à travers ce savoir. À ce moment-là, remettre en question ce que tu sais devient une menace, non seulement pour ta compréhension du monde, mais pour ton sentiment de cohérence personnelle. Tu ne défends plus une idée, tu défends une partie de toi. C'est ainsi que la connaissance, censée ouvrir des portes, peut en fermer d'autres. Elle crée des chemins privilégiés, mais elle rend invisibles les alternatives. Elle donne une impression de clarté, mais elle masque les angles morts. Et ces angles morts sont d'autant plus difficiles à détecter qu'ils sont protégés par la certitude. Car la certitude est l'un des effets les plus puissants de la connaissance. Lorsque tu comprends quelque chose, tu ressens une forme de stabilité. Tu sais, tu reconnais, tu peux expliquer. Cette sensation est rassurante. Elle réduit l'incertitude. Elle donne l'impression de contrôler une partie du réel, mais elle crée aussi une fermeture. Elle réduit la curiosité. Elle limite l'ouverture. Elle transforme l'inconnu en erreur potentielle. À partir de là, ton esprit fonctionne différemment. Il ne cherche plus à explorer, mais à confirmer. Il ne s'ouvre plus à toutes les possibilités, mais sélectionne celles qui correspondent à ce qu'il connaît déjà. Et ce mécanisme est souvent invisible, car il se confond avec la logique, avec la cohérence, avec la rationalité. Mais il existe un autre niveau dans ce paradoxe. Un niveau où la connaissance ne se contente pas de filtrer l'information. Elle modifie la manière dont tu perçois la réalité elle-même. Lorsque tu apprends un concept, tu apprends aussi à voir le monde à travers ce concept. Tu développes une grille de lecture. Cette grille te permet de reconnaître certaines structures, certains patterns, certaines relations. Mais en même temps, elle te pousse à ignorer ce qui ne rentre pas dans ces catégories. Elle simplifie, elle organise, elle rend le monde intelligible. Mais elle le fait au prix d'une réduction. Ce que tu vois n'est plus le réel brut. C'est une version interprétée, structurée, orientée. Et plus tu accumules de connaissances, plus cette structure devient dense, complexe, difficile à remettre en question. Elle devient ton mode de fonctionnement par défaut. C'est ici que le paradoxe devient profond, car pour accéder à certaines formes de compréhension, il ne suffit pas d'ajouter de la connaissance. Il faut parfois en suspendre une partie. Il faut créer un espace où les structures existantes cessent temporairement de dominer. Un espace où tu peux voir sans immédiatement interpréter, où tu peux percevoir sans classer, où tu peux accueillir sans comparer.
Mais cet espace est inconfortable. Il ressemble à de l'ignorance. Il donne l'impression de ne pas savoir, de perdre ses repères, de ne plus maîtriser. Et dans un système qui valorise la connaissance, cet état est souvent évité. On préfère rester dans ce que l'on comprend, même si cela limite notre perception, plutôt que de s'aventurer dans un territoire où les repères disparaissent. Pourtant, c'est précisément dans cet espace que certaines formes de lucidité émergent. Non pas une lucidité basée sur l'accumulation, mais sur la perception directe. Une compréhension qui ne passe pas par des structures complexes, mais par une forme de clarté immédiate. Une intelligence qui ne s'appuie pas uniquement sur ce qui a été appris, mais sur la capacité à voir ce qui est, sans filtre excessif. Cela ne signifie pas qu'il faut rejeter la connaissance. Elle reste un outil puissant, indispensable dans de nombreux contextes. Mais il est essentiel de comprendre ses limites, de voir qu'elle n'est pas neutre, qu'elle structure, qu'elle oriente, qu'elle sélectionne, et qu'à partir d'un certain point, elle peut devenir un obstacle si elle n'est pas accompagnée d'une forme de souplesse. Cette souplesse consiste à ne pas s'identifier totalement à ce que l'on sait, à rester capable de remettre en question, d'explorer, de douter, à considérer chaque connaissance comme une carte et non comme le territoire lui-même, à reconnaître que toute compréhension est partielle, contextuelle, évolutive. Lorsque tu développes cette attitude, quelque chose change dans ta relation au savoir. Tu continues à apprendre, mais tu n'accumules plus de la même manière. Tu observes comment chaque idée influence ta perception. Tu restes attentif aux limites qu'elle crée. Tu ne cherches pas seulement à savoir, mais à voir comment le fait de savoir transforme ta manière de voir. Et progressivement, tu découvres que la véritable intelligence ne réside pas uniquement dans la quantité de connaissances, mais dans la capacité à naviguer entre elles, à les utiliser sans être enfermé, à les laisser de côté lorsque c'est nécessaire. Tu comprends que la connaissance est un outil, pas une finalité, qu'elle doit rester au service de la perception et non la remplacer, qu'elle doit éclairer sans aveugler, qu'elle doit ouvrir sans enfermer. Et dans cette compréhension, le paradoxe se transforme. La connaissance ne disparaît pas, mais elle perd son pouvoir de limitation. Elle devient plus fluide, plus légère, plus adaptable. Elle cesse d'être une barrière pour redevenir un passage. Mais ce passage reste exigeant. Il demande une vigilance constante, une capacité à observer ses propres mécanismes, à reconnaître ses certitudes, à questionner ses évidences. Il demande aussi une certaine forme de courage, celui de ne pas toujours savoir, celui de rester ouvert, même lorsque l'inconnu semble déstabilisant. Car au-delà de la connaissance, il existe un espace plus vaste. Un espace où la compréhension ne se limite pas à ce qui peut être formulé, expliqué, structuré. Un espace où la perception retrouve une forme de liberté, non pas absolue, mais moins conditionnée. Et cet espace ne s'atteint pas en ajoutant encore plus de savoir. Il s'ouvre lorsque tu commences à voir les limites de ce que tu sais. Les zones interdites de la conscience. Il existe des zones de réflexion que ton esprit évite naturellement, pas par peur consciente, mais par mécanisme de protection interne, comme si certaines vérités étaient trop jugées instables pour ton système. Ce n'est pas une décision volontaire ni un choix réfléchi. C'est un processus silencieux, automatique, presque invisible. Une régulation interne qui agit en permanence pour maintenir une forme d'équilibre, même si cet équilibre repose sur des limites que tu ne perçois pas. Tu pourrais croire que ton esprit est un espace ouvert, capable d'explorer n'importe quelle idée, de questionner n'importe quelle vérité. Pourtant, si tu observes avec attention, tu remarqueras qu'il existe des directions que tu ne prends jamais, des questions que tu ne poses pas,
des pistes de réflexion qui s'interrompent sans raison apparente, comme si, à un certain point, quelque chose en toi décidait que cela ne devait pas aller plus loin. Ce phénomène ne se manifeste pas toujours de manière brutale, il est souvent subtil. Une distraction soudaine, une perte d'intérêt, une sensation de confusion, une envie de passer à autre chose. Tu ne ressens pas nécessairement une résistance claire, tu ressens simplement une déviation. Et cette déviation suffit à t'éloigner de certaines zones de pensée. Ces zones ne sont pas interdites au sens moral ou social, elles sont interdites au sens structurel. Elles représentent des configurations de pensée qui perturbent la cohérence de ton système. Elles introduisent des contradictions, des paradoxes, des remises en question profondes. Et ton esprit, dont la fonction principale est de maintenir une stabilité, cherche à éviter ces perturbations. Il ne s'agit pas de te protéger contre un danger physique, il s'agit de préserver une continuité mentale. Ton identité, ta perception du monde, ta compréhension de toi-même reposent sur un ensemble de structures relativement stables. Si certaines idées venaient à les remettre en question de manière trop radicale, cela pourrait créer une forme de déséquilibre, voire de désorientation. Et ce déséquilibre est perçu, à un niveau profond, comme une menace. Ainsi, ton esprit filtre non seulement ce que tu perçois, mais aussi ce que tu peux explorer intérieurement. Il ne bloque pas frontalement. Il détourne, il atténue, il simplifie. Il te ramène vers des zones connues, vers des pensées familières, vers des schémas déjà intégrés. Et ce retour se fait avec une telle fluidité que tu ne le remarques pas. Mais si tu ralentis, si tu observes tes propres mouvements mentaux, tu peux commencer à percevoir ses limites. Tu peux remarquer ces moments où une idée commence à émerger, puis disparaît. Ces instants où une question te traverse, puis s'efface avant même d'être formulée clairement. Ces sensations d'inconfort qui apparaissent lorsque tu t'approches de certaines réflexions sans que tu comprennes pourquoi. Ces indices sont précieux, ils indiquent la présence de ces zones interdites. Non pas comme des frontières fixes, mais comme des seuils dynamiques. Des points au-delà desquels ton système devient instable, incertain, vulnérable. Il est important de comprendre que ces zones ne sont pas nécessairement dangereuses en elles-mêmes. Ce qui est perçu comme instable, ce n'est pas la vérité en soi, mais son impact sur ton système actuel. Une idée peut être parfaitement cohérente à un autre niveau de compréhension, mais incompatible avec les structures que tu utilises actuellement. Et c'est cette incompatibilité qui crée la résistance. Prenons un exemple simple. Si tu remets en question une croyance profondément ancrée, quelque chose en toi peut réagir. Pas forcément par un rejet direct, mais par une sensation de malaise, une hésitation, une difficulté à aller jusqu'au bout de la réflexion. Ce n'est pas parce que la question est invalide, c'est parce qu'elle touche à un élément structurant de ton système. Et plus une idée est structurante, plus elle est protégée. Non pas consciemment, mais par un ensemble de mécanismes internes qui maintiennent sa stabilité. Ces mécanismes peuvent prendre différentes formes: rationalisation, distraction, oubli, reformulation. Ils permettent de neutraliser ce qui pourrait créer une rupture. Ce processus est profondément enraciné. Il commence dès les premières années de ta vie, lorsque ton esprit apprend à organiser le monde, à donner du sens, à construire une identité. À partir de là, chaque nouvelle expérience est intégrée dans ce cadre, et toute expérience qui ne correspond pas est ajustée, réduite ou écartée. Avec le temps, ce système devient de plus en plus sophistiqué. Il ne se contente plus de filtrer les informations. Il anticipe, il prévient, il oriente. Il évite même que certaines idées n'émergent. Et c'est là que la censure devient totale, lorsque ce que tu pourrais penser n'apparaît même pas. Mais malgré cette sophistication, le système n'est pas parfait. Il laisse parfois passer des fragments, des intuitions, des sensations, des impressions difficiles à expliquer. Des moments où tu ressens que quelque chose ne correspond pas sans pouvoir le formuler clairement.
Ces moments sont des ouvertures, des fissures dans le cadre. La plupart du temps, ces fissures sont refermées rapidement. Ton esprit rétablit la cohérence, il réorganise, il stabilise. Mais si tu choisis de rester avec ces impressions, de ne pas les refermer immédiatement, quelque chose peut se produire. Une forme d'exploration différente, moins contrôlée, moins structurée. Cette exploration demande une certaine qualité d'attention, une attention qui ne cherche pas à comprendre immédiatement, mais à observer. Une attention qui accepte de ne pas savoir, de ne pas conclure, de ne pas réduire. Une attention qui laisse l'expérience se déployer, même si elle est inconfortable. Car ces zones interdites ne sont pas seulement des limites, elles sont aussi des points de transformation. Elles marquent les frontières de ton système actuel. Et toute transformation passe par ces frontières. Elle ne peut pas se produire à l'intérieur du cadre existant. Elle nécessite un passage, une traversée. Mais cette traversée n'est pas linéaire. Elle ne suit pas un chemin clair. Elle implique des moments de confusion, de doute, de désorientation. Elle remet en question des repères que tu considérais comme évidents. Elle te confronte à l'incertitude. C'est pourquoi elle est souvent évitée. Non pas par manque de capacité, mais par un mécanisme de préservation. Ton esprit préfère une stabilité imparfaite à une instabilité potentiellement déstabilisante. Il privilégie la continuité à la rupture. Et pourtant, il existe une autre manière d'aborder ces zones. Non pas comme des dangers, mais comme des espaces d'exploration. Non pas comme des limites à éviter, mais comme des invitations à observer autrement. Cela ne signifie pas qu'il faut forcer l'accès ni chercher à briser les protections. Cela signifie plutôt développer une sensibilité à ces seuils, apprendre à reconnaître les moments où ton esprit dévie, où il se referme, où il simplifie. Et dans ces moments, choisir de rester présent, de ne pas fuir immédiatement. Progressivement, cette présence crée une ouverture. Elle permet à certaines idées de se déployer un peu plus loin. Elle élargit légèrement le cadre. Elle introduit de la souplesse dans le système. Ce n'est pas une révolution immédiate. C'est un processus lent, subtil, souvent invisible. Mais il transforme la manière dont tu te relates à ta propre conscience. Tu ne la vois plus comme un espace totalement libre, ni comme une prison. Tu la vois comme un système dynamique, avec ses limites, ses protections, ses possibilités. Et dans cette compréhension, quelque chose change. Tu n'essaies plus de contrôler totalement ce que tu penses. Tu observes comment cela fonctionne. Tu reconnais les zones accessibles et celles qui ne le sont pas encore. Tu respectes les mécanismes tout en restant ouvert à leur évolution. Car ces zones interdites ne sont pas fixes. Elles peuvent se déplacer, s'élargir, se transformer. Ce qui est inaccessible aujourd'hui peut devenir perceptible demain, à condition que ton système évolue. Et cette évolution ne dépend pas uniquement de ce que tu ajoutes, mais de la manière dont tu observes, dont tu accueilles, dont tu restes avec ce qui émerge. Car parfois, ce n'est pas en cherchant plus loin que tu avances. C'est en restant là où ton esprit commence à reculer. La fabrication du sens. Le monde n'a pas de sens. Cette affirmation peut paraître brutale, presque dérangeante, car elle va à l'encontre de tout ce que tu ressens au quotidien. Tu vis dans un univers où tout semble chargé de signification. Les événements, les mots, les regards, les choix, les coïncidences. Tu interprètes, tu comprends, tu relis, tu construis des histoires pour donner une cohérence à ce que tu vis. Et pourtant, ce sens que tu perçois n'est pas contenu dans le monde lui-même. Il est fabriqué, instant après instant, par ton esprit. C'est toi qui en fabriques un, sans même t'en rendre compte. Ce processus est si rapide, si fluide, si intégré à ton fonctionnement qu'il devient invisible. Tu ne vois pas la construction, tu vois seulement le résultat.
Tu crois percevoir directement une réalité pleine de sens, alors que tu es en train de lui en attribuer un en permanence. Ton cerveau ne perçoit pas la réalité. Il interprète et reconstruit en permanence. Ce que tu appelles « voir » est en réalité une série de transformations. Les informations brutes arrivent sous forme de signaux. Lumière, son, sensation. Ces signaux n'ont pas de signification en eux-mêmes. Ils sont simplement des données. C'est ton cerveau qui les organise, les compare, les associe et leur donne une forme compréhensible. Ce processus de reconstruction est extrêmement sophistiqué. Il utilise ta mémoire, ton expérience, ton langage, tes attentes. Il anticipe, il comble les vides, il simplifie les ambiguïtés. Il ne se contente pas de recevoir l'information, il la transforme activement. Elle crée une version du monde qui te semble stable, cohérente, continue. Mais cette version n'est pas le réel, c'est une interprétation. Ce que tu vis n'est pas le réel, c'est une version éditée du réel. Imagine un instant que tu regardes un film. Ce que tu vois à l'écran te semble fluide, naturel, évident. Tu oublies qu'il s'agit d'une succession d'images montées, ajustées, sélectionnées. Tu oublies le montage, les coupures, les choix de cadrage. Tu entres dans l'histoire. Tu la vis comme une continuité. Ta perception fonctionne de manière similaire. Elle te donne une impression de continuité, de stabilité, de sens. Mais derrière cette impression, il y a une multitude de décisions invisibles. Ton cerveau choisit ce qu'il montre, ce qu'il ignore, ce qu'il accentue, ce qu'il relie. Prenons un exemple simple. Lorsque tu observes une situation, tu n'enregistres pas tous les détails. Tu sélectionnes certains éléments, souvent sans t'en rendre compte. Tu te focalises sur ce qui te semble pertinent et tu laisses de côté le reste. Ensuite, tu interprètes ce que tu as sélectionné. Tu lui donnes un sens en fonction de ce que tu connais déjà. Deux personnes peuvent vivre la même situation et en tirer des significations totalement différentes. Non pas parce que la réalité a changé, mais parce que leur manière de la reconstruire est différente. Leur histoire, leurs attentes, leurs croyances influencent leur interprétation. Cela signifie que le sens n'est pas dans les événements. Il émerge de la relation entre les événements et ton système de perception. Et cette relation est dynamique. Elle évolue en permanence. Elle dépend de ton état, de ton attention, de ton contexte. Ce que tu trouves significatif aujourd'hui peut te sembler insignifiant demain. Ce qui te paraissait évident peut devenir flou. Ce qui te semblait neutre peut prendre une importance nouvelle. Le sens n'est pas fixe, il est fabriqué. Mais cette fabrication n'est pas aléatoire. Elle suit des schémas. Ton cerveau cherche la cohérence. Il veut relier les éléments entre eux, créer des liens, établir des causes, construire des récits. Il préfère une explication imparfaite à une absence de sens. Il comble les vides, parfois en inventant des connexions qui n'existent pas. C'est ainsi que naissent certaines illusions. Tu vois des intentions là où il n'y en a pas, des relations là où il n'y a que des coïncidences, des significations là où il n'y a que des faits bruts. Ton esprit organise, structure, interprète, et tu prends cette construction pour une évidence. Mais il ne s'agit pas d'une erreur au sens classique. C'est une fonction essentielle. Sans cette capacité à fabriquer du sens, tu serais submergé par un chaos d'informations. Tu ne pourrais pas agir, ni décider, ni comprendre. Le sens te permet de naviguer, de t'orienter, de donner une direction à ton expérience. Le problème n'est donc pas que tu fabriques du sens. Le problème, c'est que tu oublies que tu le fabriques. Lorsque tu oublies ce processus, le sens devient rigide. Il se transforme en vérité absolue. Tu ne vois plus qu'il s'agit d'une interprétation parmi d'autres. Tu t'y attaches, tu le défends, tu l'utilises comme base pour juger le monde. Et à partir de là, ton expérience se ferme. Car une fois qu'un sens est établi, il influence tout ce que tu perçois ensuite. Il devient un filtre. Tu cherches des éléments qui le confirment, tu ignores ceux qui le contredisent. Tu renforces ta propre construction, jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence incontestable. C'est ainsi que se forment des réalités différentes à partir du même monde. Des systèmes de sens qui coexistent, parfois incompatibles, chacun semblant logique de l'intérieur.
et chacun reposant sur une fabrication invisible. Mais il existe des moments où cette fabrication devient perceptible, des instants où tu réalises que ce que tu pensais évident ne l'est pas, des situations où ton interprétation ne tient plus, où le sens que tu avais construit se fissure. Ces moments peuvent être déstabilisants, car ils remettent en question la cohérence de ton expérience. Pourtant, ils sont essentiels. Ils révèlent le processus. Ils montrent que le sens n'est pas donné, mais construit. Ils ouvrent la possibilité d'une perception différente. Lorsque tu commences à voir cela, quelque chose change dans ta relation au monde. Tu continues à interpréter, à donner du sens, mais tu le fais avec plus de souplesse. Tu sais que ce que tu perçois est une version, pas une vérité absolue. Tu restes ouvert à d'autres lectures, d'autres perspectives. Tu comprends aussi que tu peux influencer cette fabrication, non pas en contrôlant chaque pensée, mais en modifiant ton attention, ton regard, ton rapport à l'expérience. En changeant la manière dont tu observes, tu changes la manière dont le sens émerge. Cela ne signifie pas que tu peux créer n'importe quelle réalité. Il existe des contraintes, des limites, des structures. Mais à l'intérieur de ces structures, il y a une marge, un espace de variation, une possibilité de transformation. Et cette possibilité est souvent plus grande que tu ne le penses, car une grande partie de ce que tu vis dépend de la manière dont tu interprètes. Non pas les faits eux-mêmes, mais leur signification. Et cette signification peut évoluer. Tu peux apprendre à voir différemment, à lire autrement, à ne pas te précipiter vers une conclusion. Tu peux laisser les choses exister sans leur attribuer immédiatement un sens définitif. Tu peux accepter l'ambiguïté, la complexité, l'incertitude. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau apparaît. Une forme de liberté. Non pas une liberté totale, mais une liberté relative, liée à ta capacité à ne pas être entièrement enfermé dans une seule interprétation. Tu ne cesses pas de fabriquer du sens, mais tu cesses de croire que ce sens est imposé par le monde. Tu reconnais qu'il est co-créé. Et cette reconnaissance change profondément ta manière d'exister. Elle te rend plus attentif, plus ouvert, plus nuancé. Elle te permet de naviguer dans la complexité sans chercher à la réduire immédiatement. Elle te rappelle que ce que tu vis n'est pas le réel en soi, mais une version éditée du réel. Et que cette version, aussi convaincante soit-elle, reste une construction. L'erreur fondamentale de l'identité. Tu crois être une personne stable. Tu te présentes avec un nom, une histoire, des goûts, des valeurs. Tu dis « je suis comme ça », ce n'est pas moi de faire ça, j'ai toujours été ainsi. Ces phrases semblent naturelles, presque évidentes. Elles donnent une impression de continuité, de cohérence, de solidité. Elles construisent une image de toi qui traverse le temps sans réellement se modifier. Et pourtant, cette stabilité que tu ressens est en grande partie une illusion. Car ton toi change selon le contexte, l'environnement, les émotions, les interactions. Ce que tu es dans une situation donnée n'est pas exactement ce que tu es dans une autre. Face à certaines personnes, tu te comportes d'une manière. Face à d'autres, tu changes. Ton langage, ton attitude, ton niveau de confiance, ta manière de penser, tout s'ajuste en permanence. Tu peux être calme dans un contexte et nerveux dans un autre, sûr de toi un jour et rempli de doutes le lendemain, ouvert avec quelqu'un et fermé avec un autre. Ce ne sont pas des contradictions, ce sont des variations. Mais ton esprit ne fonctionne pas ainsi. Il cherche la cohérence, il relie ces différentes versions de toi pour créer une continuité. Il construit une histoire, un récit, une identité. Il sélectionne certains éléments, en ignore d'autres et produit une impression globale, celle d'un moi stable, identifiable, constant. Tu n'es pas une identité, tu es une variation continue. Cette idée peut sembler déstabilisante, car elle remet en question quelque chose de fondamental, la sensation d'être quelqu'un de défini. Pourtant, si tu observes attentivement ton expérience, tu peux voir que cette définition est toujours en mouvement. Elle n'est jamais totalement fixe.
Elle dépend de multiples facteurs, souvent inconscients. Ton état émotionnel influence ta perception. Une même situation peut te sembler positive ou négative selon ton humeur. Ton environnement modifie ton comportement. Tu n'agis pas de la même manière dans un lieu familier et dans un lieu inconnu. Tes interactions activent différentes facettes de toi. Certaines personnes te mettent à l'aise, d'autres te rendent plus réservé, plus prudent, plus tendu. Chaque instant révèle une version différente de toi. Et pourtant, tu agis comme si tu étais fixe. Tu prends des décisions basées sur une image de toi qui n'est qu'une moyenne approximative de tes expériences passées. Tu te limites en fonction de ce que tu crois être, même si cette croyance ne correspond pas à ce que tu es capable de devenir dans un autre contexte. Tu t'accroches à des définitions, à des étiquettes, à des identités qui simplifient la complexité de ton fonctionnement. Cette simplification est utile. Elle te permet de te repérer, de communiquer, de te reconnaître. Sans elle, ton expérience serait fragmentée, difficile à organiser. Mais elle a un coût. Elle réduit la richesse de ce que tu es à une version stable, figée, limitée. Prenons un exemple simple. Si tu te définis comme quelqu'un de timide, tu vas interpréter certaines de tes expériences à travers cette définition. Tu vas remarquer les moments où tu hésites, où tu te retiens, où tu manques d'assurance. Tu vas les intégrer dans ton image de toi. Mais tu peux aussi ignorer ou minimiser les moments où tu es à l'aise, expressif, confiant. Tu renforces ainsi une identité partielle qui devient progressivement dominante. Et cette identité influence ton comportement futur. Elle devient une sorte de filtre. Tu agis en cohérence avec ce que tu crois être. Tu évites certaines situations, tu choisis certaines réactions, tu limites certaines possibilités. Non pas parce que tu en es incapable, mais parce que cela ne correspond pas à l'image que tu as de toi. C'est ainsi que l'identité se renforce. Elle devient auto-validante. Elle se nourrit de ses propres manifestations. Elle crée une boucle dans laquelle tu te reconnais de plus en plus, sans voir que cette reconnaissance repose sur une sélection. Mais cette structure peut être remise en question, pas en rejetant toute forme d'identité, mais en reconnaissant sa nature dynamique. En comprenant que ce que tu appelles « toi » est une construction, un processus, une organisation temporaire de multiples éléments. Tu n'es pas un point fixe, tu es un système en mouvement. Ce système intègre des expériences, des souvenirs, des émotions, des pensées. Il s'adapte, il évolue, il se reconfigure. Il n'est jamais exactement le même d'un moment à l'autre. Même si certaines tendances persistent, elles ne définissent pas entièrement ce que tu es. Lorsque tu prends conscience de cela, une forme de liberté apparaît. Tu réalises que tu n'es pas obligé de rester enfermé dans une définition, que tu peux explorer d'autres manières d'être, que certaines limites que tu pensais fixes sont en réalité liées à une image que tu maintiens. Mais cette liberté peut aussi être déroutante, car elle enlève une forme de stabilité. Elle te confronte à une question plus ouverte. Si tu n'es pas une identité fixe, alors qu'est-ce que tu es ? Cette question n'a pas de réponse simple, et c'est précisément ce qui la rend importante. Elle t'invite à observer plutôt qu'à conclure, à ressentir plutôt qu'à définir, à suivre le mouvement plutôt qu'à le figer, car ton expérience est faite de variations. Des variations d'énergie, d'attention, de perception, des fluctuations constantes qui composent ce que tu vis, et l'identité n'est qu'une tentative de stabiliser ce flux. Mais stabiliser ne signifie pas figer. Il est possible de maintenir une cohérence sans enfermer, de reconnaître certaines tendances sans les transformer en limites absolues, de se définir sans se réduire. Cela demande une forme de souplesse intérieure, une capacité à se voir évoluer, à accepter les contradictions, à ne pas chercher une définition parfaite.
une capacité à dire « je suis comme ça aujourd'hui » plutôt que « je suis comme ça ». Cette nuance change tout. Elle ouvre un espace. Elle introduit du mouvement là où il y avait de la rigidité. Et dans cet espace, de nouvelles possibilités apparaissent. Tu peux essayer, explorer, ajuster. Tu peux sortir de certains schémas sans avoir l'impression de trahir qui tu es. Tu peux reconnaître que ce que tu étais hier ne détermine pas entièrement ce que tu peux être demain. Tu restes cohérent, mais tu n'es plus figé. Et cette transformation ne se fait pas en un instant. Elle demande une attention continue, une observation fine de tes propres réactions, une capacité à remettre en question certaines évidences. Elle demande aussi d'accepter l'incertitude, de ne pas toujours savoir qui tu es dans un moment donné. Mais cette incertitude n'est pas un vide, c'est un espace de potentialité. Car lorsque tu cesses de t'identifier rigidement à une image, tu deviens plus disponible, plus ouvert, moins conditionné. Tu n'abandonnes pas ton identité. Tu changes ta relation avec elle. Tu la vois pour ce qu'elle est. Une construction utile mais partielle. Un outil, pas une essence. Et dans cette compréhension, quelque chose se relâche. Tu n'as plus besoin de te prouver constamment que tu es quelqu'un de précis. Tu n'as plus besoin de maintenir une image à tout prix. Tu peux laisser les variations exister sans chercher à les réduire immédiatement. Tu deviens plus fluide. Et cette fluidité transforme ta manière d'agir. Tu n'es plus limité par une définition fixe. Tu peux répondre aux situations avec plus de souplesse, plus d'adaptabilité, plus de justesse. Tu n'es plus prisonnier de ce que tu crois être. Tu deviens attentif à ce que tu es en train de devenir instant après instant. Et dans ce mouvement, une autre forme de cohérence apparaît. Non pas une cohérence rigide, imposée par une identité figée, mais une cohérence vivante, qui s'ajuste, qui évolue, qui respire. Une cohérence qui ne te limite pas, mais qui t'accompagne. Le silence que tu n'entends jamais. Il existe un niveau de silence que la majorité des gens n'atteignent jamais. Pas un silence extérieur, celui où les bruits disparaissent, où le monde devient calme autour de toi. Ce silence-là, tu le connais. Tu peux l'expérimenter dans une pièce vide, au milieu de la nuit, loin du mouvement. Mais même dans ce calme apparent, quelque chose continue de parler en toi. Une voix intérieure, des commentaires, des interprétations, des pensées qui défilent sans interruption. Ce bruit-là est plus constant, plus profond, plus structurant que n'importe quel son extérieur. Ce dont il est question ici est différent. Un silence cognitif. Un espace où les pensées cessent de commenter, où le flux habituel de ton esprit se suspend, où l'interprétation s'arrête. Et cet espace est rare, non pas parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il n'est presque jamais exploré. Tu es habitué à penser. Depuis toujours, ton esprit fonctionne comme une machine d'interprétation. Il analyse, il compare, il juge, il anticipe. Chaque expérience est immédiatement traduite en mots, en concepts, en significations. Tu ne te contentes pas de voir, tu expliques ce que tu vois. Tu ne te contentes pas de ressentir, tu nommes ce que tu ressens. Tu ne te contentes pas d'être présent, tu commentes ta propre présence. Ce commentaire permanent est devenu normal. Tu ne le remarques même plus. Il est là, en arrière-plan, constant, automatique. Il structure ton expérience sans que tu en aies conscience. Et parce qu'il est toujours présent, tu n'as presque jamais l'occasion de découvrir ce qu'il y a en dessous. Car sous ce flux de pensée, il existe un autre niveau. Un niveau où l'expérience n'est pas immédiatement transformée en langage. Un niveau où la perception est directe, non filtrée par une interprétation constante. Un niveau où tu n'ajoutes rien à ce que tu perçois. Mais accéder à ce niveau n'est pas simple. Non pas parce qu'il est caché, mais parce que ton système n'est pas habitué à s'arrêter.
ton esprit fonctionne par continuité. Il enchaîne les pensées, il maintient un flux. Et ce flux donne une impression de contrôle, de cohérence, de présence. Arrêter ce flux, même momentanément, peut créer une sensation étrange, comme un vide, une absence, une perte de repère. Tu peux avoir l'impression que quelque chose manque, que tu n'es plus en train de fonctionner correctement. Et cette sensation pousse souvent à relancer immédiatement la machine mentale. C'est pour cela que le silence cognitif est rarement atteint. Non pas parce qu'il est impossible, mais parce qu'il est inconsciemment évité. Pourtant, il arrive parfois que ce silence apparaisse, brièvement. Un instant suspendu, où tout semble s'arrêter. Un moment où tu es simplement là, sans commentaire, sans analyse, sans interprétation. Cela peut se produire face à un paysage, dans une situation inattendue, ou même sans raison apparente, et dans cet instant, quelque chose change. La perception devient différente. Ce que tu vois n'est plus immédiatement catégorisé. Ce que tu ressens n'est plus immédiatement nommé. Il n'y a plus cette couche intermédiaire qui transforme l'expérience en récit. Il y a une forme de présence directe, brute, sans filtre conceptuel. Et cette présence a une qualité particulière. Elle est plus intense, plus claire, plus immédiate. Elle ne dépend pas d'une compréhension. Elle ne cherche pas à expliquer. Elle est simplement là. Dans cet espace, le temps semble différent. Non pas parce qu'il s'arrête, mais parce que ton rapport à lui change. Tu n'es plus en train de projeter, d'anticiper, de te souvenir. Tu es dans l'instant, sans le découper, sans le comparer. Mais dès que la pensée revient, cette qualité disparaît. Le commentaire reprend. L'expérience est à nouveau traduite, organisée, interprétée, et tu reviens dans le fonctionnement habituel. Cela montre une chose essentielle. Ce silence n'est pas une absence d'activité, c'est un autre mode de fonctionnement. Un mode où la perception n'est pas dominée par le langage. Car le langage joue un rôle central dans ton expérience. Il structure ta pensée, il organise ton monde, il te permet de communiquer, de comprendre, de mémoriser. Mais il crée aussi une distance. Il transforme l'expérience en représentation. Lorsque tu dis arbre, tu ne vois plus seulement l'arbre. Tu vois un concept, une catégorie, une idée. Tu reconnais, tu identifies. Et cette identification simplifie la perception. Elle la rend efficace, mais elle en réduit la richesse. Dans le silence cognitif, cette identification s'atténue. Tu ne cesses pas de percevoir, au contraire. Mais tu perçois sans immédiatement nommer, tu vois sans réduire, tu ressens sans catégoriser. Et dans cet état, des détails apparaissent que tu ne remarquais pas auparavant. Des nuances, des textures, des variations. Ton attention devient plus fine, plus ouverte. Elle n'est plus dirigée par une intention de comprendre, mais par une disponibilité. Ce n'est pas un état mystique ou inaccessible. C'est une capacité naturelle, mais sous-utilisée. Elle est simplement masquée par l'habitude de penser en permanence. Mais il ne s'agit pas de lutter contre la pensée, ni de chercher à la supprimer. La pensée a sa place, son utilité. Elle permet d'agir, de planifier, de résoudre des problèmes. Elle est indispensable dans de nombreux contextes. Ce qui change, c'est ta relation avec elle. Au lieu de la laisser occuper tout l'espace, tu peux apprendre à voir quand elle intervient, comment elle commente, comment elle transforme l'expérience. Et dans cette observation, des espaces apparaissent. Des moments où la pensée se calme naturellement, sans effort. Ces moments peuvent être très courts au début, une fraction de seconde, un instant presque imperceptible, mais ils sont là. Et plus tu y es attentif, plus ils deviennent visibles. Avec le temps, ces espaces peuvent bien s'élargir, non pas par contrôle, mais par familiarité. Ton système devient moins dépendant du commentaire constant. Il apprend qu'il peut fonctionner autrement. Et dans cet apprentissage, quelque chose de profond se transforme.
tu découvres que tu n'es pas obligé de commenter chaque expérience, que tu peux être présent sans analyser, que tu peux percevoir sans interpréter immédiatement. Et cette découverte change ta manière de vivre. Car lorsque le commentaire s'arrête, même brièvement, tu vois différemment. Tu n'ajoutes plus de couches à ce qui est là. Tu n'altères plus l'expérience par des jugements, des attentes, des projections. Tu es en contact direct. Et dans ce contact, une forme de simplicité apparaît, une clarté qui ne dépend pas de la complexité des pensées, mais de leur absence momentanée. Une évidence qui ne passe pas par des mots, mais par une perception directe. Mais cette simplicité peut être déroutante, car elle ne correspond pas à ce que tu as appris. Elle ne s'appuie pas sur des concepts, sur des explications, sur des structures. Elle est immédiate, sans médiation, et ton esprit peut chercher à la récupérer, à la comprendre, à la traduire. Il peut vouloir en faire une expérience à analyser, à reproduire, à maîtriser. Et dès qu'il fait cela, le silence disparaît. Car le silence ne peut pas être saisi comme un objet, il ne peut pas être transformé en connaissance, il ne peut pas être accumulé, il peut seulement être vécu. Et ce vécu ne dépend pas d'un effort intense, mais d'une forme de relâchement. Un lâcher-prise du besoin de comprendre immédiatement, du besoin de commenter, du besoin de contrôler. Ce lâcher-prise n'est pas passif, il est attentif, présent, conscient, il ne rejette pas la pensée, mais il ne s'y accroche pas non plus. Et dans cet équilibre, le silence devient accessible. Pas en permanence, pas de manière stable, mais comme une dimension possible de ton expérience. Une dimension que tu peux reconnaître, explorer, laisser apparaître. Et plus tu reconnais cette dimension, plus elle influence ta perception globale. Même lorsque la pensée revient, elle n'occupe plus tout l'espace. Elle devient un élément parmi d'autres et non le centre de ton expérience. Tu continues à penser, mais tu n'es plus entièrement absorbé par la pensée. Tu continues à interpréter, mais tu sais que ce n'est qu'une partie du processus. Tu continues à fonctionner, mais avec une conscience différente. Et dans cette conscience, le monde change. Non pas parce que la réalité extérieure se transforme, mais parce que ta manière de la percevoir évolue. Tu vois plus directement, plus simplement, plus clairement. Tu entends ce qui était masqué par le bruit constant. Tu perçois ce qui était couvert par le commentaire. Tu découvres un niveau de silence que tu n'entendais jamais. La sortie du cadre invisible. Sortir du système ne veut pas dire fuir le monde. Cette précision est essentielle car elle corrige une confusion fréquente. Lorsque tu entends parler de sortir du cadre, tu pourrais imaginer une rupture radicale, un retrait, une forme d'éloignement de la réalité. Comme s'il fallait quitter le jeu, abandonner les règles, se détacher complètement de tout ce qui structure ton expérience. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Sortir du cadre invisible ne signifie pas quitter ce qui est. Cela signifie voir le cadre dans lequel tout se produit. Jusqu'à présent, tu as vécu à l'intérieur de ce cadre sans jamais le percevoir clairement. Il était là, constant, structurant, mais invisible. Il organisait ta perception, orientait ta pensée, définissait ce qui te semblait possible ou impossible, réel ou irréel, évident ou inconcevable. Et parce qu'il était toujours présent, tu ne le distinguais pas de la réalité elle-même. Tu ne voyais pas le cadre, tu voyais à travers lui. C'est là toute la subtilité. Le cadre n'est pas un objet que tu observes directement. Il est la condition même de ton observation. Il détermine la manière dont tu vois, ce que tu remarques, ce que tu ignores, ce que tu comprends. Il est comme une structure transparente qui filtre, organise et donne une forme à ton expérience. Mais tant qu'il reste invisible, tu le confonds avec le réel. Tu crois que ce que tu perçois est la réalité telle qu'elle est, alors qu'il s'agit d'une version conditionnée par ce cadre. Une version cohérente, stable, fonctionnelle, mais limitée.
Voir le cadre, c'est un basculement. Ce n'est pas une accumulation de connaissances, ni une nouvelle idée à intégrer. C'est un changement de perspective, un déplacement du regard. Au lieu de te concentrer uniquement sur ce que tu perçois, tu commences à t'intéresser à la manière dont tu perçois. Tu observes les filtres, les structures, les mécanismes qui organisent ton expérience. Tu ne prends plus tout comme une évidence. Tu questionnes ce qui semblait aller de soi. Et dans ce questionnement, quelque chose apparaît. Le cadre commence à se révéler. Ce n'est pas une révélation spectaculaire. Ce n'est pas une image claire, ni une réponse définitive. C'est une prise de conscience progressive. Une sensation que ce que tu voyais comme absolu est en réalité relatif. Que ce que tu considérais comme donné est en fait construit. Tu réalises que ta perception n'est pas neutre, qu'elle est orientée, structurée, conditionnée, que ce que tu vois dépend de la manière dont tu regardes, et que cette manière de regarder n'est pas figée. Ce moment où tu vois le cadre, tu ne peux plus jamais voir la réalité de la même façon. Car une fois que tu as perçu qu'il existe une structure derrière ton expérience, tu ne peux plus revenir complètement à l'illusion d'une perception pure, directe, absolue. Même si tu continues à fonctionner dans le même monde, quelque chose a changé. Une distance s'est créée. Une lucidité s'est installée. Tu continues à voir, à penser, à agir. Mais tu sais que ce que tu vis est filtré. Tu sais que ton expérience est organisée par des structures invisibles. Et cette connaissance transforme ta relation au réel. Tu deviens moins rigide, moins attaché à une seule manière de voir. Tu comprends que ce que tu perçois n'est qu'une possibilité parmi d'autres, que d'autres cadres existent, d'autres perspectives, d'autres manières d'organiser l'expérience. Cela ne signifie pas que tout devient relatif au point de perdre toute cohérence. Cela signifie que tu reconnais la nature conditionnée de ta perception. Tu ne confonds plus ton point de vue avec la réalité absolue, et cette reconnaissance ouvre un espace où tu peux explorer, ajuster, transformer, un espace où tu peux observer tes propres mécanismes sans t'y identifier totalement, un espace où tu peux voir comment tes pensées émergent, comment tes interprétations se construisent, comment ton expérience se forme. Mais voir le cadre ne le fait pas disparaître. C'est une erreur de croire que cette prise de conscience suffit à te libérer complètement. Le cadre continue d'exister. Il continue de structurer ton expérience. Il continue d'influencer ta perception. La différence, c'est que tu n'es plus entièrement inconscient de son influence. Tu peux remarquer quand une interprétation se met en place. Tu peux voir quand une réaction est conditionnée. Tu peux sentir quand une limite apparaît. Et dans cette observation, une forme de liberté relative émerge. Non pas la liberté de tout contrôler, mais la liberté de ne pas être entièrement absorbé. Tu peux laisser une pensée apparaître sans la suivre automatiquement. Tu peux percevoir une situation sans la réduire immédiatement à une conclusion. Tu peux rester avec une expérience sans chercher à la transformer instantanément en sens. Cette liberté est subtile. Elle ne change pas forcément les événements extérieurs. Elle change la manière dont tu y participes. Mais il y a une autre dimension à cette sortie du cadre. Voir le cadre ne se limite pas à comprendre qu'il existe. Cela implique aussi de reconnaître qu'il peut évoluer, qu'il n'est pas totalement fixe, qu'il peut s'élargir, se transformer, se reconfigurer. Chaque fois que tu observes un mécanisme, tu crées une ouverture. Chaque fois que tu remets en question une évidence, tu introduis une variation. Chaque fois que tu restes avec une expérience sans la réduire immédiatement, tu modifies légèrement la structure. Ce sont de petits déplacements, presque imperceptibles, mais accumulés, ils transforment la manière dont ton système fonctionne.
Le cadre devient plus souple, moins rigide, moins automatique. Et dans cette souplesse, de nouvelles possibilités apparaissent. Tu peux voir des choses que tu ne voyais pas auparavant, non pas parce qu'elles étaient cachées, mais parce que ton système ne les permettait pas. Tu peux penser différemment, non pas en ajoutant des idées, mais en changeant la manière dont les idées se forment. Tu peux expérimenter une autre qualité de présence, moins filtrée, moins interprétée, plus directe. Mais cette transformation demande une certaine stabilité intérieure, car voir le cadre peut aussi être déstabilisant. Cela remet en question des certitudes, des repères, des habitudes. Cela peut créer une sensation de flottement, d'incertitude. Tu peux avoir l'impression que ce qui était solide devient relatif, que ce qui était évident devient flou. Et cette sensation peut pousser à revenir rapidement à des structures plus familières, plus rassurantes. C'est pourquoi cette sortie du cadre ne se fait pas en un instant. Elle demande du temps, de l'observation, de la patience. Elle demande aussi une capacité à rester avec l'inconfort, à ne pas refermer immédiatement ce qui s'ouvre. Car ce qui s'ouvre n'est pas toujours confortable. C'est un espace où les repères habituels ne fonctionnent plus de la même manière. Un espace où tu dois apprendre à naviguer autrement. Mais cet espace est aussi riche. Il contient une forme de clarté différente, une compréhension qui ne repose pas uniquement sur des concepts, mais sur une perception directe des mécanismes. Tu ne te contentes plus de savoir que le cadre existe. Tu le vois à l'œuvre. Tu le ressens dans ton expérience. Tu observes comment il influence chaque instant. Et dans cette observation, quelque chose se transforme en profondeur. Tu ne cherches plus à fuir le système. Tu ne cherches plus à t'en extraire complètement. Tu comprends que tu en fais partie, que tu fonctionnes à l'intérieur de lui. Mais tu n'es plus entièrement défini par lui. Tu deviens conscient de ses limites, de ses structures, de ses mécanismes. Et cette conscience change tout. Car ce n'est pas le fait d'être dans un cadre qui limite, c'est le fait de ne pas savoir que tu y es. Une fois que tu vois le cadre, même partiellement, il perd son invisibilité. Et ce qui n'est plus invisible ne peut plus te contrôler de la même manière. Tu continues à voir le monde. Mais tu vois aussi ce qui rend cette vision possible. Tu continues à penser, mais tu vois aussi ce qui structure ta pensée. Tu continues à être, mais tu vois aussi les formes que cet être prend. Et à partir de là, une nouvelle relation au réel s'installe. Une relation moins naïve, mais plus lucide. Moins rigide, mais plus ouverte. Moins automatique, mais plus consciente. Tu ne sors pas du monde. Tu sors de l'illusion de le voir tel qu'il est. Tu cherchais des réponses. Tu pensais peut-être trouver des vérités solides, des certitudes sur lesquelles t'appuyer, des explications capables de stabiliser ton regard sur le monde. Mais ce que tu as rencontré est d'une nature différente. Ce n'est pas une réponse claire, ni une conclusion rassurante. C'est une limite. Pas une limite imposée de l'extérieur, pas une barrière visible qu'on pourrait contourner ou briser. Une limite plus subtile, une limite intégrée, inscrite dans la manière même dont tu perçois, dont tu penses, dont tu construis ton expérience. Une limite silencieuse, constante, presque indétectable, jusqu'au moment où tu commences à l'apercevoir. Et maintenant que tu l'as entrevue, même brièvement, quelque chose a changé. Tu ne peux plus revenir totalement en arrière. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas la voir. Même si tu continues à vivre comme avant, même si tu reprends tes habitudes, une forme de lucidité reste présente, comme une fissure dans l'évidence. Le monde, lui, n'a pas changé. Les choses sont toujours là. Les situations continuent. Les interactions se répètent. Rien, en apparence, n'a été transformé. Mais ton regard, lui, n'est plus le même. Tu ne perçois plus avec la même innocence. Tu sens qu'il y a autre chose derrière ce que tu vois. Une structure, un filtre, un cadre.
Tu devines que ton expérience n'est pas brute, mais façonnée. Et cette simple prise de conscience modifie profondément ta relation au réel. Tu n'as pas nécessairement plus de contrôle, tu n'as pas toutes les réponses, mais tu as quelque chose de plus précieux, une ouverture, une capacité à questionner, à observer, à ne plus prendre chaque pensée, chaque perception comme une vérité absolue. Et parfois, c'est exactement là que tout commence, pas dans l'accumulation de savoir, pas dans la certitude, mais dans cette fracture discrète, dans cette lucidité naissante, dans cet espace où tu commences enfin à voir ce que tu n'avais jamais vu.